Bonjour Maxime Guény, merci de nous rejoindre dans notre émission. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, on a pu vous entendre et vous voir dans nombreuses émissions radio et TV, notamment sur C8, Groupe TF1, Europe 1, les grandes émissions de magie dont les Mandrakes d'Or. Mais avant tout, vous êtes rédacteur en chef du magazine Parcs et Loisirs. Alors en 2022, vous êtes lancé dans la création et l'édition d'un tout nouveau magazine spécialisé dans les parcs de loisirs. Cher Maxime, aujourd'hui nous avons beaucoup de questions à vous poser car les parcs de loisirs sont tout de même une passion qui nous est commune, mais surtout une passion de niche. Je pense que nous sommes tous prêts, on démarre notre rubrique. Je voudrais tout savoir, c'est parti. Mais avant toute chose et que l'on commence cette interview, nous aimerions commencer par celle-ci. Qui est Maxime Guény? Qu'est-ce qu'on a pu oublier dans notre description? Large question. Alors, c'est un peu introspectif comme question pour commencer. Écoutez, je suis un peu multicasquette. La base de mon métier, c'est journaliste média. Ça fait 15 ans que je travaille pour la presse professionnelle média qui s'appelle Média Plus. Donc, je passe mon temps à interviewer les patrons de chaînes de télé, de producteurs et de radio, de plateformes. Et à côté, je travaille pour la presse plus grand public, Téléstar, Télépoche, Télémagazine. Grâce à tout ce que j'ai pu faire en presse écrite, ça m'a donné une légitimité pour faire de la radio. Europe 1, France Inter, LCI, Médiasphère, toujours dans les émissions médias en tant qu'expert. Et c'est là où j'ai été repéré par Touche pas à mon poste, qui cherchait en 2017 des experts médias dans leur émission de manière ponctuelle. Donc je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, 3 fois. Ça a tellement bien marché qu'ils m'ont rappelé après. Et donc j'ai intégré le programme. Et rapidement, je gagne un prime en direct en mon nom, La Magie selon Guény. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait mon petit chemin. Donc une activité en presse écrite, une activité en télévision, une activité en édition maintenant avec Parcs et Loisirs Magazine, et je suis sur scène avec la présentation du spectacle Disney en concert, qui est une grosse tournée à travers les zéniths de France avec un orchestre symphonique, 6 chanteuses et chanteurs dont les vraies voix de Vaiana, de la Reine des Neiges, et je présente le show pendant 2h30, c'est cool. Donc plein de petites casquettes, mais ce qui font un grand tout. La polyvalence, je pense que c'est notre mot dans nos métiers aussi, et ça s'entend bien. On va commencer par la première question qui va être posée par Vincent. Alors déjà Maxime, d'où vient cette passion pour les parcs de loisirs ? Je pense que la passion, elle vient de votre enfance. C'est-à-dire que les premières fois où vous allez dans un parc avec vos parents et vous êtes imprégné par cet univers de magie qui est un peu reconstitué au quotidien. Moi, je suis un enfant de Disneyland parce que je suis allé la première fois en 1993 avec mes parents et évidemment, on a tous été impactés par la féerie de ce premier parc à Marne-la-Vallée. Après, on a fait le parc Astérix. J'ai beaucoup déménagé parce que ma famille et mon père travaillaient dans la banque et donc tous les 4 ans, on déménageait. Donc moi je suis originaire des Vosges, donc je connais très bien Frépertuis City dans les Vosges. Ensuite j'ai déménagé dans la Marne, donc on était tout près de Nigloland, donc ça c'était plutôt le parc de mon adolescence. Ensuite je suis monté sur Paris, donc ça a été Disneyland, parc Astérix. Et puis voilà, c'est comme ça je me suis constitué cette passion, non seulement pour les sensations que tu génères, parce que je pense qu'à chaque fois que tu es dans un parc, tu retournes un peu en enfance, et avoir ces yeux de gamin, c'est tout ce que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé travailler à la télévision, aujourd'hui je travaille à la télévision. J'ai toujours aimé travailler dans l'univers des parcs. J'ai travaillé à Disneyland en tant que cast member et maintenant j'ai ma revue à moi. Donc en fait, tous mes petits rêves de gamin, je les accomplis au quotidien et je pense que cette passion elle vient de là parce que c'est la joie de vivre, toi. Et on se coupe d'un quotidien et en même temps ce qui est hyper intéressant c'est toute cette partie créative, artistique, mise en scène et puis la culture des parcs à thème aujourd'hui. La nouvelle génération elle l'a compris parce qu'elle est un peu digital native dans le sens où on a vécu dedans depuis notre enfance. Donc aujourd'hui on va un peu plus loin qu'être un simple visiteur. On est aussi un peu acteur, spectateur, observateur, critique souvent et collaborateur aussi, ouais. Donc tout est hyper rodé, hyper homogène. Exactement, puis c'est une industrie qui est en plein boom sur les 20 dernières années. Ah ouais. C'est vrai qu'on voyait les années 70 déjà les débuts, parfois plus compliqués pour certains aussi, mais on est arrivé à une belle industrie qui s'est bien développée, surtout en France, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et j'ai l'impression qu'il y a un boom depuis le post-Covid. Il n'y a jamais eu... Les gens ont envie de ressortir, ont envie de revoir de nouveaux parcs, de découvrir des lieux de loisirs un peu à côté, voilà. Et aujourd'hui, les parcs de proximité, à savoir le petit parc à côté de chez vous, prennent de l'ampleur.
secteur, parce qu'ils ont compris qu'il fallait investir dans la thématisation, dans le décor, dans l'immersion, C'est vrai. un terme qu'on met un peu toutes les sauces, mais qui est hyper important aujourd'hui dans notre secteur, dans le secteur des parcs de loisirs, et je pense qu'on va sur la bonne voie. Exactement. Ah oui. Bah de toute façon, nous qui sommes dans le domaine, je trouve comparé aux États-Unis où c'est vraiment une vue différente de nous, je trouve il commence à avoir un vrai respect dans ce domaine, dans le domaine des parcs de loisirs qu'il n'y avait pas peut-être même avant le Covid. Ouais. Qu'aujourd'hui, la vision est complètement différente. Ouais, et puis le respect il s'impose parce que aujourd'hui c'est vrai que le regard critique des gens il est de plus en plus sévère, et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, donc quand il y a un truc qui va pas, qui est moche, qui est raté, ben on le fait vite savoir, et tu ne peux pas avoir de trop mauvais retours lorsque tu es un professionnel du loisir. Toi, tu te dois à un souci du détail qui est pas forcément toujours là, mais on s'y approche de plus en plus. C'est vrai. Et donc, d'où ta venue, d'où vient l'idée de créer un magazine Parcs et Loisirs? Plein d'idées. D'une part, je suis journaliste depuis 15 ans, donc je sais écrire, je connais un peu l'univers de la presse. Deuxième chose, ça n'existait pas de magazine en France, en papier, dans le secteur, alors que ça existe à l'étranger. En Allemagne avec Europrofessional, là c'est que pour les professionnels, donc c'est un peu revu, mais un peu en plus en allemand et en anglais. Il y a Funworld pour des adhérents du YAPA. bien sûr. Et puis pour le reste, c'est beaucoup de blogueurs, c'est beaucoup de chaînes YouTube, des sites qui sont de très bonne qualité, mais rien de très concret. Donc je me dis c'est le moment ou jamais, et ça fait 2-3 ans que ça me tourne dans la tête, et je me suis dit attendez, on sort du Covid, les parcs réouvrent, en 2022 c'est les 30 ans de Disneyland, symboliquement ça dit beaucoup, depuis l'arrivée de Disney en France, bah, ça a un peu bougé les lignes. Hein. C'est le driver de développement. C'était le driver de tout, ouais, bien sûr. et qui a été une forme d'inspiration pour beaucoup de professionnels qui sont lancés dans les loisirs et dans les parcs. Et dès le départ, j'ai dit, putain, dès le départ, il faut que j'ai la présidente de Disneyland pour que symboliquement, ça envoie un signal à tout le marché. Donc en gros, j'ai commencé d'une page blanche en janvier 2022, devant mon ordinateur, et là je me dis, par où je commence ? Et là, c'est le plus compliqué. Et donc, progressivement, je me suis mis à fabriquer le business model, à repérer les positionnements, à qui je m'adressais, à faire ce qu'on appelle un chemin de fer, à savoir un conducteur, comme un conducteur d'une émission de télévision, de radio, de podcast, avec un vrai sens. Et par quoi j'ai commencé ? Par un simple, entre guillemets, PowerPoint. Qui était une sorte de kit média qui expliquait où on allait, qui on allait. Donc j'ai fait beaucoup de veille, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai acheté un abonnement à café, vous savez ces kiosques numériques là, où j'ai regardé plein de magazines français, étrangers, les rubriques, tout ça, la mise en page, et j'ai pris le meilleur de tout ça. Et je l'ai adapté à l'univers des parcs. Donc voilà, il y a de l'interview, du reportage, de la brève, des choses un peu plus longues, moins longues, des belles images pour respirer, parce qu'un magazine a besoin de respirer, il ne faut pas que ça soit trop concentré. Voilà. Et donc en janvier, je m'y mets. Progressivement, il fallait que je crée une société d'édition. Parce qu'un statut entrepreneur, ça suffit pas forcément si tu veux facturer de la pub ou faire autre chose. Donc j'ai créé avec mon père une société, Des idées de génie, voilà, parce que c'était plus facile à... Ah oui. Au moins on repère tout de suite le truc. Nous, on est fan à Loop des jeux de mots. donc Voilà, c'est ça. très bien. Et puis par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a mis en place création d'un site internet, ça c'est important. Et puis moi au départ j'ai quasiment 0 budget. C'est-à-dire que le magazine, je l'ai fait quasiment pour 0€. Alors, schématisme, bien sûr, j'ai un peu investi dans le site, parce qu'il faut mettre un peu d'argent au départ dans la société. Voilà. Mais en soi, j'ai pas plus dépensé que ça. Voilà, j'ai juste activé mon réseau, fait de la communication, appelé les gens en live, et puis de fil en aiguille, j'ai un de mes très bonnes connaissances qui m'a passé le contact de gens, d'agences qui implantent le magazine partout en France, qui s'occupent notamment de Society, de SoFoot, parce que c'est pas tout de créer un magazine, il faut qu'il soit distribué, il faut trouver une imprimerie. Je voulais que ça soit imprimé en France, parce que c'est comme bien d'avoir des interlocuteurs français, et puis le poids du magazine, après le poids, combien de pages ? Au départ j'étais parti sur 84 pages. Ah oui, Ah oui, d'accord. d'accord. Pour 5 €.
Sauf qu'on m'a dit, Maxime, il y a une inflation du papier et une pénurie du papier. Donc, tu devrais augmenter ton prix. Ok, on passe à combien? 7,50. Bon, ok, on passe à 7,50. Mais attention, Maxime, si tu passes à 7,50, il faut que psychologiquement, les gens, on est pour 7,50. Donc, de 84 pages, on est passé à 100 pages. Ah oui, Et donc là, différent. j'ai totalement rebasculé de mon esprit en disant putain, il faut, excusez-moi, il faut, Non, il faut mettre plus de contenu. Et aujourd'hui, je suis très content d'avoir 100 pages parce que j'ai plus de place pour parler de plus de choses. Et limite, j'ai pas assez de place. Donc voilà. Et pourquoi trimestriel? Parce que c'est raccord avec la saisonnalité des parcs. Le numéro d'hiver, le numéro de printemps avec les ouvertures, les offres, le numéro d'été, gros numéro, évidemment important, le numéro d'Halloween, automne. Donc en fait tout était plutôt carré. Si c'était un toutes les semaines, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. Finalement, c'est une aventure qui a commencé tout récemment, il y a un an. Ouais, ça a même pas un an. En un an, Ouais. en un an, il y a énormément de choses qui se Le font. premier numéro est sorti fin mai. On voulait sortir pendant la période des ponts, qui d'ailleurs pas forcément la meilleure période parce que je me dis oh les gens sont dans les gares donc ils vont acheter le magazine. Mais en fait fin mai début juin c'est vraiment parfait. Et puis ouais ça a à peine un an donc ça a été très Ça va rapidement. vite à la fois. Et ça va vite à la Parce que fois. 3 éditions, Et on a c'est- déjà dépassé le millier d'abonnés Bravo. le 1er janvier. C'était mon objectif. Je voulais qu'on dépasse ce seuil. Et maintenant, le but, c'est d'aller encore un peu plus loin. Bien Alors, sûr. justement, sur le format, on a une question de Valentin. Bah, le format en soi, Maxime y a répondu, parce que la prochaine question, en fait, c'était pourquoi un format papier, pourquoi un magazine, alors du numérique qui est quand même beaucoup plus fort que le papier, pourquoi avoir un objet, pourquoi du papier en fait? Parce que c'est concret, c'est du Oui. concret. Et surtout, on est dans une ère de l'Instagram, du TikTok, où en fait, on regarde un contenu et on l'oublie 5 secondes après l'avoir regardé. Tout va très très rapidement. Donc, moi, j'avais envie d'avoir des magazines qui se gardent, qui se collectionnent et qu'on prenne le temps de le poser. On regarde un article, on lit le truc, on repose, on le reprend, on est content de l'avoir. C'est le côté accessoire, c'est comme tu vas plus acheter des DVD, mais quand il y a un vrai film qui t'a vraiment plu, tu vas aller acheter soit le vinyle, soit le Qui soit disponible dans la Blu-ray. bibliothèque, à Exactement, regarder de temps en t'as tout temps. compris, Ouais. tout ça. C'est assez même un peu rassurant. Et pourquoi le papier enfin? Parce que si je m'étais lancé sur le digital comme beaucoup de personnes se lancent sur le digital, j'aurais pas nécessairement eu de crédibilité immédiate auprès des professionnels des parcs. Tu vois, j'aurais été un énième gars qui lance un blog, une information. Alors que là, j'ai une crédibilité, que j'ai une dimension nationale, je suis partout. Voilà, on a un tirage à 50 000 exemplaires, donc c'est un des plus beaux tirages aujourd'hui c'est parmi les nouveaux magazines qui se lancent, donc on est plutôt très content. Bien sûr, après on ajuste en fonction de la saison, voilà, et de la demande. Il y a eu Par- des ruptures de stock. c'est Oui, pas dans discret, plus ouais. de 600 points de vente Ah ouais, ouais, ok. sur les premiers numéros. Donc des fois quand vous le voyez pas, c'est tout simplement parce qu'il a été vendu. Et bizarrement, il y a des endroits où on vend pas du tout. D'accord. Alors sur le numéro 1 par exemple, il y a des endroits où on n'a pas vendu. Et moi je disais à mon agence qui s'occupe de l'implantation, parce qu'on n'a pas vendu, on vire et on met davantage là où on a vendu. Et là ils m'ont dit non, pas du tout. On va remettre des numéros à l'endroit où on n'a pas vendu, peut-être un peu moins, mais on en met quand même parce qu'on veut être présent. Et au final, j'ai eu plus de ventes aux endroits où j'ai moins vendu que la première fois. Comme quoi, Ah, les c'est gens marrant. Ouais. le repèrent, peut-être que la une capte peut-être davantage l'œil, c'est un bon timing, donc il faut être présent toujours partout. Mais est-ce que si c'était une version numérique, est-ce que ça aurait été le même public? Bah, ça aurait été peut-être un autre public, ouais, peut-être. Ouais, je pense que je pense que la base aurait été la même. Et puis peut-être que là on capte un petit peu plus. T'arrives Voilà. à cibler, à avoir un profil type de lecteur que tu Ouais, as. ouais, à peu près. Alors sur ceux qui achètent, non. Déjà nous quatre. Ouais, c'est ça. En revanche, je le vois à travers les réseaux sociaux. Tu sais, on peut voir les statistiques. En gros, il est assez masculin à 75-80%. Ah oui, quand même. Bah, de toute façon, Ouais. nous, c'est ce qu'on a sur nos émissions. Aussi, on a des stats et on voit plus ou moins 80% d'hommes qui écoutent aussi. On est 25-49 ans en cœur de cible. Voilà, donc plutôt très jeune, donc un lectorat plutôt très jeune, passionné, communauté, donc plutôt masculin, et on vend à 90% en province. Voilà, donc ça veut dire que c'est un public français, des territoires, de la partout, région et de partout. Donc finalement, tu vois, l'introduction parlait
d'industrie de niche ou de thématique de niche, mais finalement pas autant que ça. Parce que Bah quand moi, tu regardes ce les tu gens peux me disent que c'est de vendre, niche, mais en fait, quand j'ai débuté, la première personne que j'ai contactée, c'est le SNELAC, qui est le principal syndicat des parcs de loisirs. Et je leur ai dit, eh oh, j'arrive. Au départ, ils me disent, ok, ça marche. Et ils m'ont envoyé un rapport d'activité. Dans ce rapport d'activité, j'ai appris que c'est un marché en France qui pèse 2 milliards 200 000 euros, qui représente à peu près 60 millions de visiteurs par an, rien qu'en France, près de 600 lieux de loisirs. Donc pour un truc de niche qui fait 60 millions de visiteurs uniques, finalement. je me dis il y a quand même un potentiel dedans. Tu disais, Maxime, que c'était tous les trimestres, du coup, enfin c'était trimestriel, le magazine sortait. Du coup, quels sont les aspects pour toi les plus importants que tu cherches à couvrir dans chaque numéro ou dans le magazine? Alors l'aspect le plus important, c'est l'actualité. Le deuxième aspect le plus important, c'est le reportage, donc des choses un peu au long cours. 3, les entretiens pour qu'on aille un petit peu plus loin. C'est-à-dire que même si on connaît un peu la base, c'est bien de rendre un peu plus pédagogique c'est quoi un dark ride, toi, même ça prend 3-4 mots de plus, mais enfin on explique, toi, on repédagogise les choses. Et moi ce que je veux, c'est valoriser le secteur, le mettre en valeur, montrer qu'il y a plein d'enjeux derrière et en soi le business devient plus intéressant. Cette entreprise, cette industrie a plein de points d'entrée, et moi ce que je veux, c'est dire voilà, il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Derrière les mastodontes que l'on connaît tous, il y a ça, la partie créative aussi très importante, et on est obligé d'avoir du contenu un peu plus approfondi. Sinon, tu vas sur un site, sur un blog, sur Instagram ou sur Twitter et tu as les informations. Donc il faut aller un peu plus loin entre des informations plus courtes, plus condensées et des reportages au long cours. Et du coup, dans tout ça, comment toi, ton équipe, on y reviendra après aussi, mais vous assurez-vous de maintenir une couverture équitable et objective de tous les parcs de loisirs que vous couvrez? C'est pas objectif, hein. Je pense que quand on fait du journalisme, c'est très subjectif. Il suffit parfois, c'est mon timing, je reçois un communiqué de presse d'un parc qui est plutôt sympa. Je dis, tiens, il m'a envoyé le communiqué au bon moment, donc je prends l'information, on la traite. Et après, il y a des choses qui s'imposent de même. Toi, les 30 ans de Disney, on peut passer à côté. Toi, d'ailleurs, on a toujours dans le magazine au moins 2 ou 3 pages sur Disneyland parce que c'est 45% du secteur des parcs à thème rien qu'en France. Donc là, on est obligé d'y passer quoi qu'il en soit, même si les plus grands passionnés sont un peu déçus par le parc ces derniers temps, par le prix, par l'offre et la qualité, mais on est obligé de passer par là. Ils sont des espèces de fondamentaux. Après, on essaye de s'ouvrir au maximum, et moi j'en apprends toujours. Il y a plein de petits parcs que je ne connaissais pas. Il y a quelques mois, un parc de Bocas, d'Ennis, Ange Michel, c'est assez dingue. Il y en a vraiment beaucoup. La liste est énorme. Sans oublier les expériences immersives. Hein. Toi, ça ne nous interdit pas d'aller tester la Friends Experience, qui a un côté hyper cool. Il y a le truc Stranger Things qui se lance à la Villette. Bientôt l'Escape Game Batman. En fait, ça participe à l'attractivité du secteur aussi. Tu parlais que donc en janvier 2022, tu t'es posé devant une page blanche. Que niveau budget, tu as commencé vraiment quasiment zéro, à zéro. Et au final, en total, c'était quoi les plus gros défis que tu as dû affronter pour lancer la création et la publication? Le plus gros défi, c'est de trouver les moyens de payer les gens, tout simplement. Parce que y a les 2 plus gros coûts, c'est l'impression, ça coûte très très cher. La distribution. Et aussi tout ce qui est maquette. Et puis maquette, comment tu crées de la maquette sur 100 pages, tout crée de A à Z, donc c'est quand même beaucoup de taf. J'ai un directeur artistique qui est vraiment génial, et après tu as les journalistes. Voilà, t'as les journalistes. Même si les journalistes ça représente moins en soi, en masse, parce que le marché veut ça, mais ouais, c'est vraiment le papier et la distribution et la création. Ouais. Et en fait, il faut trouver les sous. Et le business model il repose sur 3 choses. 1, les annonceurs, donc les publicités. Et ça, c'est pareil pour tout le domaine de la presse aujourd'hui. 2, les abonnements annuels, qui est à 30 € par an, frais de port compris, donc je trouve ça plutôt correct en plus. Et 3, les ventes au numéro, mais qui arrivent 3 mois après. Donc on est obligé d'avancer un petit peu les frais. Donc quand tous les 3 concordent et vont dans le même sens, là on peut à chaque fois
créer, fabriquer et payer comme il se doit tous les rouages du magazine. Ça a été un challenge de monter une équipe au tout début? Non, pas plus que ça, parce qu'au fur et à mesure que tu t'intéresses à l'univers des parcs, tu suis des personnes qui sont plus ou moins suivies, puis tu refais des rencontres. Et moi, j'avais repéré des journalistes qui avaient une jolie plume, qui avaient un style. J'ai aussi des potes dans le domaine du divertissement, qui sont pigistes, qui travaillent plus sur des articles de télévision, d'interviews, mais en soi qui aiment bien l'univers des parcs. Moi, en fait, les gens qui travaillent pour moi, ils sont avant tout passionnés par la matière qu'ils évoquent. Voilà, c'est ça. Et là, pour un numéro, par exemple, à peu près, c'est combien de personnes en total qui travaillent dessus? Bon, en fait, peut-être une petite dizaine de journalistes, pigistes, donc sur facture. C'est pas du tout des employés, ce qu'on pourrait pas aujourd'hui sur un magazine comme ça. Donc, c'est déjà très bien. Et puis après, je compte pas les dizaines de personnes qui travaillent côté imprimerie, qui travaillent côté agence. En gros, c'est une petite trentaine de personnes quand tu accumules tous les postes. J'écris beaucoup quand même aussi. Parce que quand tu te lances comme ça, il faut mettre les mains dans le cambouis. J'aime bien écrire aussi. Donc j'écris 40 à 50%. Je ne pas tout, voilà. Mais t'es obligé. Et toi, à titre personnel, qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce magazine? Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est la partie bouclage. C'est-à-dire que quand je suis avec le directeur artistique qui a fait une première version PDF du magazine, et quand je lui dis, oh là là, alors ça va pas, ça va, j'entoure, je relis, toi, le moindre petit détail, on va rajouter les sous-titres, le petit point, toi, le souci du détail des choses, comment on positionne la photo, comment on rajoute une autre photo pour donner encore plus d'informations sur la page, voilà, ça, c'est ce côté-là. Et puis surtout quand t'arrives, t'as les cartons qui arrivent chez toi. Tu vois, quand tu as les cartons, il y a un côté magique. Oh putain, j'espère que la lune va bien passer. Et là, tu ouvres et là, tu es content. Et puis, le plaisir aussi, c'est d'aller acheter ton exemplaire en kiosque. Ah ouais, voilà, j'imagine. Symboliquement, moi je le fais. Concrétiser le travail. Je concrétise le travail, et voilà, je prends même quelques exemplaires, comme ça monte un peu les chiffres. mais pour le coup, c'est sympa. À ce sujet, justement, Vincent a une question. Plus ou moins, tu as répondu au tout début. Donc, combien de temps met la création du projet jusqu'à la vente en kiosque? Alors, en fait, quasiment, quand un magazine sort, il y a 2-3 semaines de folie parce que je dois répondre à des mails, les gens qui l'ont pas reçu, ça peut arriver, mais c'est un petit pourcentage. Je m'occupe aussi des envois au numéro. Voilà, parce que après les gens disent j'ai raté le numéro 2, j'aimerais bien l'avoir. Et je comprends pas pourquoi vous n'avez plus le numéro 1 en stock, vous allez faire des réimpressions. Toi, je suis obligé de répondre au fur et à mesure aux gens sur les réseaux. Donc ça prend énormément de temps. Et puis la création du magazine, quasiment 2 mois avant. Voilà, 2 mois avant, je vois à peu près les rubriques, qu'est-ce qui un peu ressort. J'appelle les journalistes, qu'est-ce que tu peux me proposer comme thématique. Et puis c'est comme ça qu'on se construit. Et puis il y a des ajustements jusqu'à la dernière minute, parfois. Dernière minute. Et quelquefois, il y a des idées, par exemple, qui se mettent sur la table, mais en disant, ça sera pas dans ce magazine-là, ça sera peut-être dans le 3e, le 4e, le 5e. Typiquement par rapport aussi aux enjeux du moment. Par exemple, là, je rêve de faire un reportage sur les parcs indoor, n'est-ce pas, Gaël? Alors, qui dit indoor dit plutôt hiver, tu vois, et entre-temps, en hiver, les parcs n'étaient pas forcément encore ouverts, donc en fait, comme nous, on a toujours un petit peu d'avance, je dis, bon, on s'en met un peu plus tard, toi. Un parc indoor, on va pas forcément le mettre en valeur en été, parce qu'on va plutôt miser sur les espaces extérieurs, les zoos, les parcs aquatiques, parce que ça fait aussi partie des thématiques qu'on aborde dans le magazine, parce que ça fait partie des loisirs en soi. Et voilà, donc après ce sont des choix, c'est très subjectif. Et en fait, c'est de la matière vivante à chaque fois. Donc, Tu parlerais d'édition, mais alors du coup, en termes de réédition, comme tu dis, il y a forcément des demandes de gens qui veulent la première, la 2e édition. Tu vas refaire des rééditions? Parce que finalement, on les voit plus dans les kiosques, on voit souvent... Ouais, c'est ça. En fait, quand tu vas sur le site parcloisirsmagazine.com, tu peux acheter à l'unité le numéro 2, le numéro 3, le numéro 1 en PDF. Et en fait, tu as les versions PDF qui sont disponibles une fois les versions kiosque terminées aussi. Voilà, parce qu'en fait, comme on a imprimé du papier, autant que tu achètes la version papier. Bien voilà, et puis... Donc automatiquement, l'édition 2 terminée, c'est l'édition 3 qui remplace. Ouais, exactement. Et tu ouais. retires des rayons l'édition 2.
Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, c'est ça pour tous les magazines. Ok. Tous ceux qui n'ont. Ouais, ici, voilà, le numéro 3 change pas. Voilà, le 2 est remplacé par le 3, le 3 est remplacé par le 4 au fur et à mesure. Ouais. Ok. Et le reste de magazines qui restera en kiosque, ça devient quoi? C'est recyclé? Ouais, ils sont détruits, recyclés. En fait, ça refait de la pâte à papier et qui est réutilisé ensuite. Ouais, ça. Donc, c'est en fait, limite, le papier est plus écologique que l'énergie qui Oui. est déployée par le digital. Mm. Toi. Bien sûr. Alors, dans tout cette effervescence, Valentin, t'as forcément une question qui Non. va bien matcher. Si. Tu as dit, vous étiez une trentaine à peu près à bosser sur le magazine. Combien ça représente pour toi d'heures par mois, par semaine sur le magazine Ou par jour. ou T'as par un jour, emploi du hein, temps chargé. Ouais, donc, ouais, mais écoute, je m'y mets grosso modo. par jour, au moins 2-3 heures par jour. Ah, quand même. Ouais, Ah ouais. 2-3 heures par jour. Et quand on s'approche du bouclage, là, nous sommes actuellement début février bientôt, à l'heure où on se parle. Et ben, on débute l'écriture là. Moi, je débute l'écriture du numéro suivant, et les journalistes, eux, m'envoient un peu en amont les choses, comme ça je fais relire à notre secrétaire de rédaction qui est en charge de relire les fautes, les syntaxes, comme ça, et moi je me mets à fond là-dedans, voilà, sur l'écriture. Mais bon, comme j'ai eu l'habitude d'écrire beaucoup, je suis assez efficace sur les rendus, tu vois. Demain, on change de rubrique. Bon, on a parlé de plein de choses. Toi, tu rencontres beaucoup de monde aussi. Tu as vraiment aussi cette occasion de pouvoir discuter sur différents sujets. Comment, toi, à titre personnel, tu vois l'avenir du domaine des parcs de loisirs? Moi, je vois un avenir florissant. Franchement, les petits deviendront des moyens, les gros resteront des gros, et l'envie d'évasion, elle sera toujours là. Et même si on est dans un univers du métaverse C'est vrai. et du digital, et on voudra toujours vivre des sensations en live. Et les sensations en live, on les vit où? Dans des parcs de loisirs. Hein, voilà. On dit toujours, on a nos besoins primaires, on a nos besoins secondaires. Et le fun fait partie des besoins secondaires, de se divertir finalement. Et aujourd'hui, effectivement, ces lieux-là sont des lieux dans lesquels même toute la technologie du monde à la maison ne pourra pas remplacer l'émotion que tu y ressens. Exactement, on vit des émotions dans les attractions. Et puis, dès lors que ça bouge un petit peu, l'émotion, et c'est du partage. Le partage, parce que beaucoup de personnes qui font des parcs le font entre potes, entre amis, en couple. Il y en a qui adorent le faire tout seul pour se promener, être dans l'ambiance, mais c'est un truc qui se partage. Hein, toi. Justement, avant que Morgane enchaîne sur sa question, je sais pas si tu as déjà vu à Europa Park, ils ont des attractions, ils mixent VR et sensations réelles. Ah, je les ai testés. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que est-ce que tu trouves ça intéressant? C'est complémentaire, c'est pas fou. Ouais. Pour l'instant, je trouve que c'est pas très réaliste. Ça fait un peu image de PlayStation 2. Tu sais, limite, je préfère vivre un train de la mine dans un vrai décor de train de la mine qu'avec un truc qui me fait penser que je suis dans un water park. Tu vois. Ouais. Le Valérian. En revanche, le Valérian, par exemple, ou qui vous savez, dans l'espace d'auto-entrepreneuse qui a été mis à part, là c'est vachement bien parce que tu marches, t'as l'impression d'être dans un univers parallèle. Là c'est intéressant. Et t'as eu l'occasion de faire Yubble, c'est Yubi, comme ça. alors, Yubi, je sais pas si tu l'as fait. Je l'ai pas fait, Ça, mais j'ai c'est fait la une version. Ouais. C'est vraiment la version sympa. au-dessus, ouais. Ça, il faut le faire une fois. Mais tu vas très vite en fait, parce que ce que tu investis en VR aujourd'hui sera déjà plus à la mode Dans ces dans 6 mois. La ouais. technologie va tellement vite Ça va qu'aujourd'hui. très, très vite. Ouais. Tu fais de la télé. Est-ce que l'idée d'animer une chronique, voire même totalement une émission sur le thème des parcs de loisirs, te viendrait pas en tête Si, ça fait partie de l'étape numéro 2 de l'évolution du magazine. Donc étape numéro 1, bien l'installer dans la partie kiosque. Étape numéro 2, décliner la marque sur des concepts originaux, digitaux. Et ça y est, voilà, on a 5 à 6 concepts qui sont développé avec une boîte de production qui s'appelle Dreamspark, avec un pote producteur qui s'appelle Mo Benani, qui était le bras droit de John DeMol, qui a produit plein de shows en France comme le Morning Night entre autres. Et donc on a développé des concepts qui se passent dans les parcs de loisirs, qui se consomment très rapidement, entre 10 et 15 minutes, qui seront brandés, c'est-à-dire sponsorisés par des marques, avec
plutôt des people à l'intérieur parce qu'il faut attirer les marques. Et voilà, c'est bien, c'est aussi bien du dating sur montagne russe que par exemple, on a développé un super concept qu'on a déposé, donc je peux vous en parler, qui s'appelle Même pas peur, où on va mesurer le rythme cardiaque des personnes qui sont dans un train fantôme, et leur rythme cardiaque en soi, c'est un certain nombre de points, donc il va falloir garder sa zen attitude à l'intérieur, sinon tout baisse et à la fin tu ne peux pas forcément Donc là, tu gagner. nous annonces une exclue qui va arriver bientôt sur Ouais, c'est ça, voilà. Donc à maintenant la il faut trouver. télévision, c'est ça? Non, Ou plus sur, là pour l'instant c'est digital, plateforme c'est ça, digital, plateforme digitale, réseau des marques, nos réseaux à nous, voilà. Donc c'est plein d'émissions comme ça. Et à quand la série Netflix? Et à quand mais c'est ça, ça vient par la Ça suite, vient c'est ça, exactement. Bon, en tout cas, juste pour la blague, parce que comme on a dit tout à l'heure, chez Loop, on aime les jeux de mots. Si jamais tu as besoin pour une émission, on avait pensé à Touche pas mon parc. Voilà. C'est très bien. C'était facile. C'était facile. C'est ça, et voilà. Il y en avait une autre aussi. Hein. Oui, mais au final, c'est un peu Ah répétitif. ouais, on en est moins sûr. Ah ouais. C'est des chiffres et des parcs ou des chiffres et des loopings. C'est très bien ça. Ouais, on va bosser dessus, on te contacte. Bravo, on va faire un brainstorming ensemble. Alors. Et du coup, c'est déjà un très gros projet. Est-ce qu'il y a d'autres projets du coup après l'idée de développer des hors-séries sur des parcs dédiés ou des tendances dédiées. Là, on partirait sur un mode de financement participatif au départ et ensuite on le développerait ainsi. Ouais, parce que toi, il y a plein de choses à raconter en creusant une thématique en particulier ou un parc en particulier. Donc ouais, on fera des hors-séries comme le fait par Mad Movie qui est un bon modèle sur l'univers des films de genre d'horreur. Voilà, ils ont une publication qui est déjà très calée, mais ils insèrent parfois des numéros spéciaux. On veut faire pareil. Et est-ce que, à titre perso, parce que je connais pas bien les autres magazines dans le monde, est-ce que il y a un peu le modèle, tu sais, journal de Mickey, c'est-à-dire qu'ils donnent des goodies des fois, ou ça se fait pas encore? Oui, bien sûr on y pense, sauf que à chaque fois que tu rajoutes un goodies, ça rajoute du poids et du prix et l'envoi. C'est plein de petites choses comme ça que moi j'aurais voulu le faire dès le départ, toi, mettre, je sais pas, un porte-clés, un pass, une carte, mais c'est le poids du magazine a son importance surtout l'énergie, le prix, enfin bref. Il y a déjà les jeux aussi concours qui sont dans le magazine aussi. Il y a déjà des jeux concours, absolument. J'appelle les parcs et bonjour, vous pouvez pas nous faire gagner des places et voilà. Et voilà, c'était le Puy du Fou qui m'avait fait confiance sur le premier. Je pensais que c'était un simple changer de visibilité, mais non, parce que derrière il y a un contrat extrêmement précis d'une vingtaine de pages à paraffer. Je dis oh là là, moi ce que je veux c'est juste que les gens gagnent. Quelques places. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc achète ton journal de Mickey. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, donc faut que j'y revienne. On va passer maintenant aux questions off. Finalement, quelque chose qui ressort aussi en dehors du magazine. Mais on va rester sur la même thématique et là, Morgane va commencer. Alors celle-ci, elle est toujours à peu près par rapport au magazine. Enfin, même la plupart, au final. Oui, non Merci Gaël. Merci Gaël, ouais. Au final, tu nous as déjà donné quand même pas mal de scoops pour les prochains trucs, mais est-ce que tu aurais un scoop croustillant pour le prochain numéro, genre, ouais, bien sûr. Alors, prochain numéro, je peux vous dire un petit peu ce sur quoi on va titrer. C'est évidemment en 2023 ce qui vous attend, parce qu'on a une chance incroyable en Europe et en France de nouveautés exceptionnelles entre Festival Toutatif à Parc Astérix, le Gotham City au Parc Warner, le Uncharted, le Dark Ride Montagne Russe à Port Aventura. Bon, il se passe quand même beaucoup de choses chez nous, du nouveau show Marvel à Disney de drones, pour ceux qui ne les auraient pas vus, il y a plein de choses à raconter. Donc tout ce qui est nouveauté 2013, un grand entretien aussi sur le Futuroscope avec le patron qui nous explique tous ses plans de développement à plusieurs années, notamment d'un Flume, vous allez sûrement en parler, sur la thématique Mission Abyss, exactement, du triangle des Bermudes. Pardon. Et puis on va faire un gros focus également sur Super Mario World, sur Super Nintendo World à Universal Studios. En quoi c'est l'arme secrète aujourd'hui d'Universal Studios Park. Et justement là, tu nous parles des nouveautés. On avait pensé à te poser la question, au final je vais rebondir dessus. Là, pour le 2023 ou 2023-2024, c'est quoi la nouveauté vraiment qui
t'attire le plus, qui te donne vraiment le plus envie de découvrir? Oh, Toutatis, très Toutatis. clairement, ouais, parce que c'est une zone à part, c'est le plus gros investissement du parc Astérix depuis bien longtemps. J'ai eu la chance de visiter le chantier, c'est de la grosse machinerie. On est tout petit face à Ah oui, ces totalement, tonnes de ferraille, de rails, de technologie derrière, et puis ils mettent du cœur à l'ouvrage. Et puis d'ailleurs, en parlant du parc Astérix, c'est devenu une vraie destination. Il y a encore quelques années, il y a 15-20 ans, quand je faisais le parc Astérix, je partais, je me sentais un peu démotivé. Il fallait que j'aille au Disney Village pour me remettre un peu la point, et puis d'entendre la musique de Jean-Michel Jarre dans le parc. Je comprenais rien. Et là maintenant, je prends un vrai plaisir. Leurs hôtels sont hyper qualitatifs, la bouffe est très bonne dans les hôtels et même parfois dans certains restaurants, et puis on s'amuse beaucoup. Ouais. Et ils vont pas finir de nous surprendre. Le seul truc qui est un peu embêtant et handicapant pour le parc Astérix, c'est le déplacement. Si t'es pas L'accès, motorisé, oui. c'est très chiant. L'avantage de Disney, c'est que le RER, ça coûte 5 balles entre Paris et Marne-la-Vallée, et tu y vas en 35 minutes. Toi. On a une question existentielle de Morgane. En effet, question existentielle, à quand une interview ou un dossier, voire les deux, de Loop Media dans un magazine Parc et Loisirs? Dans le numéro 4, dans notre rubrique Vue sur les réseaux, entendu dans les médias. C'est beau, c'est beau. Et C'est bah voilà, formidable. comme ça en plus on a déjà le scoop croustillant. Je peux plus revenir en arrière maintenant. C'est dit. C'est trop tard, c'est enregistré. Et si t'as besoin d'une idée de cadeau, on peut le dédicacer et tu l'envoies aux abonnés. Ça marche, c'est très bon. bien. Maxime, alors moi c'est une question très personnelle parce que finalement dans notre industrie il y a plein de personnes connues et je pense que tout passionné parfois ont plus d'appétence pour certaines personnes connues de l'industrie que des vraies célébrités que tout le monde connaît. Mais dans ta vie aujourd'hui, si il y avait à choisir une personne ou une célébrité que tu aimerais interviewer sur le domaine des parcs de loisirs, qui soit décédé ou pas, laquelle ce serait? Alors, Par exemple, quand je te dis ça, je pense souvent à Walt Disney. par Ouais, exemple. oui, évidemment, Walt Évidemment, Disney, il y a- c'est le gars qui a eu c'est le visionnaire, un génie absolu de la création. Ouais, il y aurait lui, il y aurait Bob Iger, c'est Bien sûr, Disney. qui remet un peu les choses en place À Walt Disney Company. à Walt Disney Qui est Company. revenu. Et j'aimerais bien interviewer, on m'a dit du très grand bien, d'un constructeur d'attractions qui fait notamment Toutatis, Intamin. Intamin. Il paraît que les créatifs d'Intamin sont des gens vraiment passionnants. Il faut avoir un bon anglais, je suis très mauvais en anglais, donc mais voilà, je pense que ce On sont trouvera des... une solution. Ouais, on trouvera une solution, absolument. Ouais. C'est vrai qu'Intamin, ils ont, c'est eux qui font le nouveau coaster à Parc et Warner, c'est ce qu'on Ouais. parlait. Oui. Ils ont fait Velocicoaster, ils font beaucoup de gros coasters, Bah, c'est vrai. Uncharted, il me semble que c'est eux aussi. Je sais plus Uncharted. Les multidimensions coasters, de toute façon, c'est signé eux. Donc généralement, de toute façon, ils sont imposés dans les leaders Oui. pour le moment dans les parcs de loisirs, dans les coasters. Puis on le voit bien, c'est ça qui est intéressant, on en parlait juste avant off, mais rien que la dernière interview de Fabien Manuel que tu avais fait dans une de tes éditions, c'est de voir finalement la façon dont on pense une attraction, dont on essaie d'immerger le visiteur et de créer l'expérience client. Et quoi de mieux qu'un designer, qu'un constructeur pour nous expliquer ça, C'est ça. que finalement le produit final après on le voit dans les parcs. Mm. Et toute l'expérience et le chantier que ça demande, c'est... Ouais, c'est comme un toujours millefeuille, très tu sais, plein de petites choses que tu rajoutes et qui font un grand tout en soi. Mm. Ouais. C'est l'alchimie de plein de choses. Je rebondis sur ce que tu as dit, donc c'est essentiellement des acteurs, on va dire, étrangers que tu souhaites interviewer, enfin des constructeurs, tout ça. Ouais, parce que les Français, je les ai déjà. Oui, ça, oui, ouais. voilà. Mais est-ce que, je suppose que oui, ça te trotte dans la tête de peut-être t'étendre de t'étendre un petit peu plus, peut-être pas mondialement, mais européennement, européennement, ça se D'un dit, point de là vue européen. Ouais, Ouais. au point de vue européen avec le magazine. Ouais, franchement, oui. Alors, une des prochaines étapes, j'aimerais bien aller déjà en Belgique parce que Ouais. moi, ce que je veux toucher, c'est les Pays francophones. les francophones. Francophones. Voilà, déjà. Ouais. Ouais. Donc, beaucoup de Belges nous demandent. Donc, on va peut-être ouvrir notre magazine dans les kiosques belges. Non, on s'est concentré sur la France. Tu sais, on est très pragmatique. Hein. Mais ils peuvent quand même acheter sur le site. Ils peuvent acheter Si- sur le s'ils site, veulent, bien oui, sûr. d'accord, ok. Les frais de port sont un peu plus chers Oui. parce que c'est le transport qui veut ça. Hein. Et Ouais. après en Suisse, le magazine, Mais 70 plus euros. dans le fait. Non, en fait, que ce soit en Suisse ou même à l'autre bout du monde ou aux États-Unis, vous commandez le magazine ou l'abonnement, c'est 34 €, hein, D'accord. tout compris. Donc plus le fait de trouver plus facilement en kiosque en Belgique. Ou dans Ouais, les c'est ça, vraiment ouais, c'est ça. francophones. Ouais, c'est ça. Pour avoir une petite présence, hein, toi. Ouais, mais après, pour la traduction, il faut que je trouve un bon traducteur et puis c'est les autres interlocuteurs pour distribuer. Bon, aujourd'hui, après, l'idée, c'est de monter fortement en nombre d'abonnés
pour réduire un peu notre présence en kiosque et pouvoir un peu souffler. Mais pour l'instant, tant qu'on n'est pas connu, parfois il faut 2-3 ans de notoriété à un magazine pour qu'il soit un peu dans la tête des gens. Et puis c'est parti. Bah, moi- Nous, à Loop, on voyage beaucoup. On fait, comme tout le monde, comme toi, évidemment, des parcs dans toute l'Europe, en France. Et surtout en France, quand on s'arrête prendre un café sur le chemin pour aller à Disney ou à Astérix. Quand on s'arrête à une station essence et qu'on voit un kiosque relais, par exemple. Et on prend le temps de feuilleter Parcs et Loisirs comme tout être bien constitué. Et du coup, Morgane a une question à ce sujet. Bah oui, justement, je voulais rebondir là-dessus par rapport aux marchands de journaux. Donc moi, tous les numéros, à chaque fois, je les achète en kiosque. Super. Et à chaque fois, pour les 3 numéros là qui sont sortis, je ne le trouve jamais dans la même catégorie. Alors le premier, je l'avais trouvé, Mais non. que je dise pas de bêtises, c'était rayon jeunesse. Ah ouais, d'accord. Le deuxième, c'était catégorie jeux vidéo. Et là, le troisième, c'était voyage. Et alors, la question que je voulais te poser par rapport à ça, pour toi, dans quelle catégorie il doit être rangé et peut-être passer le message à tout le monde pour qu'il soit toujours au même endroit. Pour moi, c'est voyage. D'accord. On est entre National Geographic et Géo, à peu près, toujours. Donc, c'est plutôt voyage. Ouais. Voyage, évasion, loisir. Ouais, jeux vidéo, non. Oui, bah oui, non. Mais... Jeunesse, ça ne s'adresse pas qu'à la jeunesse, au Mhm. contraire, non, même aux jeunes adultes et bien plus encore. Donc ouais, voyage, ça va bien, mais au départ, quand il a fallu catégoriser le magazine, je ne savais pas du tout dans quoi le mettre. Loisir, sauf que le loisir, c'est très très large. Tu as les loisirs créatifs, tu as les loisirs urbains, tu as les loisirs cinéma, c'est aussi bien la peinture, enfin bref. Et finalement, voyage, c'est plutôt Ah oui, pas non, mal. mais voyage, Ouais. c'est très bien. Ouais, mais c'est très donc, bien. bah, je pense qu'il va falloir. Merci pour l'information, je Mais ferai je t'en prie, remonter. je t'en prie. Et parfois, attention, parce qu'il y a certains relais, d'ailleurs, je pointe du doigt la gare de l'Est, ils ont des centaines d'exemplaires, ils n'en mettent que 2 à chaque fois, et parfois, quand ils sont vendus, ils n'en remettent pas, ils disent ah non, il n'y en a plus. Et derrière, on voit, alors, sur le premier numéro, 100 exemplaires livrés, 100 exemplaires invendus. D'accord. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils les ont laissés dans le stock, mais en fait ils reçoivent tellement de revues, mais nous derrière on est dégoûtés, toi. Donc, Bah, on bien voit un sûr. mail, on leur dit, C'est pas on le fait un peu deal. pression, et là ils en remettent un peu, voilà, mais c'est une bataille de tous les jours, donc moi je m'oblige à aller voir les marchands de journaux pour aller me présenter, les saluer, et ouais, c'est beaucoup comme ça aussi, hein. On va envoyer une équipe de fans pour. C'est ça. Et d'ailleurs, Avec si la vous voyez les vérification. magazines, n'hésitez pas à les remettre devant. Parce que ça, ouais, ça c'est Ah, bah, marche à parce- tous les coups. Parce Ouais. que En tout moi, cas- à chaque fois que j'achète en kiosque, Ouais. en tout cas pas forcément dans un relais ou autre, mais Ouais. à chaque fois c'est trouver où est le magazine. Ouais. À chaque fois c'est ça. Le logo jaune aide quand même. Ah oui, et sur le site, on a mis. Moi, j'ai acheté une option qui permet de géolocaliser en fonction Oui, de là ça, où c'est- tu ça, c'est es, très pratique. avec le code postal. Voilà. Ça c'est pratique. En tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on va dormir sur nos 2 oreilles ce soir. On a élucidé le mystère de la catégorie. Ouais, Ça, c'est exactement, plutôt pas mais mal. merci, c'est bon à savoir. On va finir maintenant par une dernière question. L'interview déjà touche à sa fin. Et c'est Vincent qui va te Oui. poser cette question. Alors, je pense bah, que tout fan se pose cette question. La question est, quelle est ton attraction préférée? Big Thunder Mountain pour la qualité de son immersion et des sensations. Après, j'ai envie de dire en parc français, j'adore celle de Walibi Rhône-Alpes qui s'appelle Mystique. Ouais, franchement, j'ai Qui est magnifique. assisté à la construction, à l'inauguration. J'avais même inauguré l'attraction pour les 50 ans du parc. Voilà. Donc Mystique. Et puis, on va terminer par un joli Harry Potter à Universal Studios que je n'ai pas fait, mais j'ai vu tellement de on-ride que j'ai envie directement de Ça, il me faut le placer faire. T'as eu quasiment dans encore le numéro 1. l'occasion de... Non, pas encore. Il faudrait que je prenne du temps. 2023. Ah, Bah, 2023, Surtout ouais. avec Super Nintendo World qui a ouvert. Ah bah oui. Ah, bien qui sûr. va ouvrir Ça, là-bas. ça donne sûr. tellement Qui va envie. Ouais. Et vous, vite fait, vos top 1? Top 1, je crois qu'on a le même, non? Moi, c'est Hagrid Motorbike Adventure. Alors, Ouais, c'est magnifique, c'est celle-là. oui, ça exceptionnel. dépend si c'est coaster, moi c'est aussi Hagrid. Après en attraction en elle-même, moi ça serait Tiki Room. Ah, Tiki Room. Tiki Room c'est magique, à Disneyland. Ah ouais, C'est moi je connaissais que la l'attraction chanson. Eh bah oui, Bah, bah, c'est- Tiki. Tiki Room. L'attraction est Incroyable. incroyable. Ah ouais. bah, en fait, c'est sûr que si on regarde les on-ride, c'est pas exceptionnel, mais il y a une telle, je sais pas comment dire, il y a une atmosphère. Déjà, on sait que c'est Walt Disney lui-même qui a conçu cette attraction et il y a une atmosphère qui est quand même assez particulière. Une beauté, Tu ressens l'âme euh, authentique Bah, finalement. ça date de ce des qu'ils années voulaient. 60, donc on se dit, dans les Ouais. années 60, ils arrivaient à faire ça. Alors ça marche encore à l'heure d'aujourd'hui. Bon, on se doute bien que c'est pas d'origine, mais ça a été refait. Mais c'est quand même ultra intéressant de se dire,
il y a 60 ans, non, les années 60 plutôt, Oui. ils ont réussi à faire ça et Ouais, c'est dingue. C'est c'est beau. une très belle attraction. À la fin, on applaudit des animaux, enfin animatroniques, Des robots. quoi, des robots. Mais à la fin, on finit tous comme ça. Mais après, sinon, pour un top aussi, je dirais Chasseur de Tornades. Futuroscope quand même. Ouais, Très, très réussi, Chasseur de Tornades, ouais. Moi, je pense que ça va être très classique, mais c'est vraiment Taron à Fantasyland qui, Ouais. pour moi, en termes de coaster, c'est vraiment le top que j'ai pu faire pour le moment. Et sinon, si on est plus sur attraction en général, j'ai un gros coup de cœur pour tout ce qui est Dark Ride. Et en version dark, j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes quand même. Oui, Il y a l'odeur, l'ambiance. Ouais. Le chlore. Oui, non, mais vraiment, c'est une attraction. À Disney, l'avantage, c'est que les attractions ont une odeur, que ce soit Big Thunder Mountain, Phantom Manor ou Pirates des Caraïbes. C'est des odeurs qui sont fidèles à l'attraction. Ouais. Passer pour des psychopathes. Oui. On vend dans le magazine Des petites fioles Ouais, d'odeur. c'est voilà. ça, ouais. D'ailleurs, parenthèse, je sais pas si vous avez vu, ils ont fermé Splash Mountain à Magic Kingdom. Oui. Ils ont vendu Ils vendent du lot à $1000 Alors, la fiole. Ouais, Ouais. je suis sûr qu'il y Gaël, en a si qui- tu veux, qui je te vont prends une acheter, hein. fiole, je te la vends $1000 et je te garantis c'est Splash Mountain. Ah, très bien. Ok. Et toi? Je pense que c'est comme tu disais, on vit là où on déménage et là où on vit, on est toujours attaché à un parc. Moi, ça a toujours été Europa Park parce que je suis Ouais. alsacien de Il en départ. Et du coup, Europa Park à l'époque, c'était l'Eurosat. Ah L'Eurosat que j'ai toujours aimé. J'adore la version Cancan Coaster maintenant, mais l'Eurosat c'était quand même une attraction de cœur finalement. Mhm. C'est pas la meilleure au monde, mais c'est une attraction de cœur. Et après, je te rejoins. Universal Harry Potter, c'est magnifique. Ouais. Et il y a. C'est pas une attraction, c'est un spectacle. C'est Jason Bourne à Universal. Ah oui. C'est l'un des plus beaux spectacles que j'ai eu dans un parc de loisirs. Mieux que Waterworld? Mieux. À mon Ah sens, mieux. Ouais. D'accord. Même si Waterworld est très bon. Mais voilà, ça c'est un truc à faire pour ceux qui nous écoutent en tout cas. Et puis Blue Fire aussi, Ah, Blue Fire, exceptionnel. très bien, bien Et sûr. toi, j'ai l'impression que Et il y en a tellement. personne il y en a ne le tellement. cite Blue Fire, mais en soi, c'est une réussite de sensation. À l'ouverture en 2009, c'était un bijou. Vous avez l'air dubitatif. Peut-être à son ouverture maintenant moins, mais après Ouais. oui, elle est bien exécutée. Elle est bien exécutée. Elle on est bien, d'accord. Ouais. l'immersion est Oui, bonne. l'immersion, elle est belle, etc. Ouais. Mais après, je préfère une Bon, attraction. par l'audio plus- animatronics du début, pas est moche. Hein, Voilà, quand même, mais... elle est drôle. Elle est drôle. Ouais. Avant de Et- terminer cette émission avec le mot de fin de Valentin, est-ce que Maxime, en tout cas, tu as un mot pour nous, Oui, pour l'autre média? merci. Oh, c'est beau. Merci de votre C'est beau. accueil, merci de faire vivre la passion des parcs d'attractions et longue vie à votre podcast. Ah, c'est gentil. C'est Merci. gentil. Merci. Alors moi, ouais, mais j'avais une question en fait. Oh. Mais c'est pas grave, je le mettrai après. Est-ce que tu as une petite attraction plaisir coupable? Genre, elle est pas ouf, mais c'est le petit plaisir. Moi personnellement, c'est la croisière épine maïs à Astérix. J'aime bien venir Oui, la oui, faire. mais- j'en ai une. Vous savez, c'est la pieuvre au parc Astérix. Ah, Ah, l'hydromel. oui, oui, Ouais, exactement. J'adore cette sensation. Il y a un peu la même à Nigloland, le jukebox aussi. Oui, exactement. J'aime beaucoup Exactement. l'ambiance un peu Ouais. 60s de ce parc. Et après, il y a une attraction qu'il faut absolument faire exploser. C'est celle à Europa Park, tu sais, inspirée de. Les flocons neige, de là la, ouais, flocons neige. Ah bah, Ouais. mais non, elle C'était est la bien. première attraction qu'on Sur a le fait quand quartier on est allé russe. en janvier. Ça, C'est toujours la première attraction que je non, veux pas faire parce que là-bas. c'est russe, au contraire, mais c'est parce que ça pue la poussière, c'est pas beau, Alors, ça n'a aucun C'est une intérêt. odeur, voilà. On y Aucun allait, intérêt. il y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'ils ont passé un petit coup de balai parce que ça a l'air un peu plus propre, mais ouais, bon, Non, après, elle est les- non, mignonne. après- Sans jus. non, mais après les bijoux de technologie, là tu te retrouves avec, Ah bah, avec ah ça. bah tu oui, dis, là, comment tu peux laisser cette croûte ça, dans un parc aussi joli, toi? Ça fait partie de l'histoire du parc aussi. C'est vrai. Bah, merci Maxime en tout cas d'avoir pris le temps de parler avec nous. En tout cas, n'hésitez pas, vous qui nous écoutez, à aller vous abonner à Parcs et Loisirs Magazine. Le numéro 3 est en kiosque et le numéro 4 arrivera Début mars. début mars. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner. On vous rassure, on n'a aucune com là-dessus. Donc mais c'est Et les vraiment abonnés un le très- reçoivent en avant-première, sous blister, bien protégé. Ah. Donc ça c'est assez génial. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup Maxime. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis on espère que vous allez bien nous retrouver dans Parcs et Loisirs Magazine du coup. Et n'oubliez pas, Restez restez passionnés. passionnés.